Si vous avez grandi dans les années 1990, vous vous souvenez sûrement d'un tube en carton, d'un bâton en plastique et d'un dessin de Fred Pierrafeu. La friandise à l'intérieur était techniquement du sherbet, mais ce que l'on ressentait, c'était comme un petit miracle glacé. Et puis un jour, elle a simplement disparu, comme les dinosaures. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ce qui est arrivé au push-up de Fred Pierrafeu. Commençons par ce qu'est réellement un push-up, car il y a de fortes chances que vous en ayez mangé toute votre enfance sans jamais vraiment y réfléchir. Les push-ups sont du sherbet, un dessert glacé aux fruits, emballé dans un petit tube en carton avec un bâtonnet en plastique fixé à une base circulaire au fond. Vous poussez le bâtonnet, le sherbet monte, vous mangez. Vous recommencez jusqu'à avoir les doigts orange et un tube vide, avec un peu de tristesse. Le design avait une certaine élégance. Contrairement à une glace à l'eau, qui commence à couler dès qu'elle sort du congélateur, ou à une barre glacée, qui exige un engagement total avant de fondre le long de votre poignet, le push-up gardait le sherbet à l'intérieur jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Donc, c'était plus propre en théorie. En réalité, vous aviez 10 ans et étiez couvert de colorant numéro 40, mais l'idée reste valable. À propos de ce sherbet, ce n'est ni une crème glacée, ni un sorbet, même si beaucoup les confondent. La différence réside dans les produits laitiers. Le sherbet contient 1 à 2% de matière grasse laitière, contre beaucoup plus pour la crème glacée. En revanche, le sorbet n'en contient pas. Commercialement, le sherbet aux États-Unis est officiellement défini dans le Code des règlements fédéraux comme un produit glacé contenant un ou plusieurs produits laitiers optionnels, ce qui est la façon la plus bureaucratique possible de décrire quelque chose que les enfants mangent dans un tube en juillet. Le mot lui-même a une origine intéressante. Sherbet vient du turc sherbet et du persan sharbat, qui remontent tous deux à l'arabe sharba. À l'origine, les Anglais utilisaient sherbet pour désigner une boisson fruitée non alcoolisée, proche d'un sirop ou d'un cordial, et non d'une glace. Ce n'est que bien plus tard qu'il est devenu le dessert glacé que nous connaissons. Et cela signifie toujours quelque chose de complètement différent en Grande-Bretagne, où le sherbet désigne un bonbon en poudre pétillant, dans lequel on trempe une sucette. Ce n'est pas n'importe quel bonbon, n'est-ce pas ? C'est le sherbet citron, ça. Un mot, 3 choses différentes. Encore un exemple de la langue anglaise qui fait preuve de son chaos habituel. Et on ne parle même pas des 40% d'Américains qui prononcent le mot sherbet. Le sherbet s'est développé durant la Seconde Guerre mondiale, car le rationnement de la crème compliquait et augmentait le coût de la production de glace. Le sherbet, fait avec du lait au lieu de crème, est vite devenu une alternative moins chère, froide et sucrée. Et une génération d'enfants américains a grandi en mangeant, sans forcément savoir que cela était né des pénuries de la guerre. À la fin de la guerre, le sherbet s'était suffisamment imposé dans le paysage des desserts glacés américains pour durer. Les push-ups existaient avant d'être associés à la marque des Pierrafeu. Nestlé en produisait déjà une version générique avant que l'idée d'y mettre des personnages animés ne soit lancée. La date de lancement exacte n'est pas claire, mais le produit de base, tube en carton, sherbet, bâton poussoir, était déjà un format bien établi lorsque l'habillage bedrock est arrivé. Pour comprendre pourquoi les Pierrafeu se sont retrouvés sur un tube de sherbet, il faut comprendre ce que représentaient les Pierrafeu, et, plus important encore, ce qu'ils étaient devenus en 1990. La série elle-même a débuté sur ABC le 30 septembre 1960, créée par William Hanna et Joseph Barbera de Hanna-Barbera Productions. Elle a duré 6 saisons et 166 épisodes, se terminant en avril 1966. Ce qui l'a rendue véritablement historique, c'était son créneau horaire. Les Pierrafeu a été la première série animée diffusée en prime time pour les adultes, tout en restant familiale. Elle figure dans le livre Guinness des records. Les critiques l'ont majoritairement détesté. Le New York Times l'a d'abord qualifié de désastre, mais le public l'a adoré et la série est devenue une institution culturelle. On oublie souvent à quel point l'histoire commerciale des Pierrafeu a été étrange dès le début. Les sponsors originaux de la série en 1960 et 1961 étaient Winston Cigarettes, pas une marque de bonbons, pas une entreprise de céréales, une marque de cigarettes. Fred et Barney figuraient dans des pubs où ils s'éclipsaient loin de leurs femmes pour fumer des Winston derrière la maison, disant « Winston a bon goût, comme une cigarette devrait en avoir ». Winston est la seule cigarette avec filtre qui offre du goût 20 fois par paquet. Winston a ce mélange spécial filtre pour toi, Fred. Chaque épisode des 2 premières saisons finissait avec Fred allumant une cigarette pour Wilma. Winston s'est retiré lorsque Wilma est tombée enceinte et la série a visé un public familial. À ce moment, les pubs de cigarettes ont été remplacées par celles du jus de raisin Welch's, un changement de ton aussi radical que jamais vu à la télévision américaine. Dès lors,
Les pierres à feu sont devenues l'une des franchises les plus commercialisées de l'histoire de l'animation. Les laboratoires Miles, la même entreprise qui fabriquait les vitamines One A Day et l'Alka-Seltzer, ont conclu un accord de licence avec Hanna-Barbera en 1968 pour produire des multivitamines à croquer en forme de personnages. Elles ont connu un succès immédiat. Maman, si tes enfants ne mangent pas toujours correctement, une vitamine pierre à feu par jour leur assure d'obtenir les vitamines dont ils pourraient avoir besoin. Les céréales Yabadabadoo, Fruity Pebbles et Cocoa Pebbles ont été lancées respectivement en 1971 et 1972 avec un scénario récurrent où Barney essaie sans cesse de voler les céréales de Fred. Une blague qui a duré des décennies dans les publicités. Grâce aux Pebbles, j'ai le Yabadabadoo! Les personnages sont aussi apparus sur les bouteilles de jus de raisin Welch's et ont promu la bière Anheuser-Busch dans un film industriel non destiné au public, mais qui a tout de même circulé. Une bouche qui arrive tout de suite pour vous. À vous, monsieur. Continue de servir, Barney. Et ils ont fini par faire la promotion de tout, du beurre de cacahuète Skippy au sirop au chocolat Bosco. L'émission s'est terminée en 1966. En 1990, ces personnages vendaient des produits sans interruption depuis près de 30 ans, à un public qui, pour la plupart, n'avait jamais vu le dessin animé original. Dans ce contexte, les glaces Flintstone Push-Ups prenaient tout leur sens. Fred et Barney n'étaient plus seulement des personnages télé, ils étaient devenus des ambassadeurs de marque vivants à l'âge de pierre. Les glaces Push-Ups, lancées vers 1990, existaient en 6 parfums, attribués chacun à un personnage précis du dessin animé. Fred avait le parfum Yabadoo Orange, Wilma avait Lime Rock Lime, un parfum tellement bon qu'ils l'ont nommé 2 fois. Dino le dinosaure avait Granite Grape. Barney la Roche avait Raspberry Rubble. Pebbles et Bam partageaient Cave Kid Cherry. Et Baby Pouce, le chat de la famille qui apparaissait principalement dans le générique d'ouverture, avait Bedrock Berry. Betty la Roche n'a pas eu de parfum. Ce n'était pas la première fois que Betty avait été ignorée. Les vitamines à croquer des pierres à feu avaient été lancées en 1968 avec des formes représentant Fred, Wilma, Barney, Pebbles, Bam, Dino et même la Flint Mobile, la voiture familiale. Betty n'en faisait pas partie. Les explications officielles ont évolué. L'une évoquait que la taille de Betty était trop fine et que la vitamine se cassait lors de la fabrication. On disait aussi qu'on ne pouvait presque pas la différencier de Wilma à la taille d'un comprimé. Il est un peu difficile de prendre ces explications au sérieux quand on considère que le Grand Gazoo, un petit extraterrestre vert apparu dans la dernière saison et généralement considéré comme l'une des décisions créatives les plus regrettables de l'histoire de la série, a fini par avoir sa propre vitamine à son effigie. Gazoo a été retenu, Betty, non. L'injustice n'est pas passée inaperçue. Un mouvement populaire, Betty pour les vitamines, s'est développé au fil des années. Discret, mais persistant. Un groupe de rock d'Atlanta nommé Betty n'est pas une vitamine a été classé parmi les meilleurs noms de groupe par le magazine Paste. Lorsque Rosie O'Donnell a incarné Betty dans le film live-action Les Pierres à Feu en 1994, elle a commencé à attirer l'attention du public sur cette omission, qui approchait alors sa 26e année. Bayer, qui avait acquis Miles Laboratories en 1979, a finalement réagi en mettant en place une ligne téléphonique gratuite et des bureaux de vote itinérants où le public pouvait voter sur le sort de Betty. 13 votes au total, un chiffre stupéfiant. 91% étaient en faveur de Betty. Elle a été ajoutée à la gamme de vitamines en janvier 1996, remplaçant la Flint Mobile. La voiture a été sacrifiée. Betty a enfin eu ce qu'elle méritait. Tout cela rend la situation des push-ups un peu plus délicate. Les vitamines comptaient déjà Betty en 1996. Les push-ups, arrêtés à la fin des années 1990, ne l'ont jamais eu. Baby Puce, personnage secondaire créé surtout pour que Fred ait quelqu'un à jeter par la porte dans le générique, a eu une saveur de sorbet. Betty Rubble, co-vedette de la série durant 6 saisons, n'en a pas eu. Si une leçon est à tirer sur les décisions de licence, elle n'est sans doute pas flatteuse. Revenons aux push-ups. Les publicités mettaient fortement en avant ce qui était jugé cool en 1990. Fred rappe sur le sorbet, Dino sur un skateboard, on ne peut pas faire plus années 90 que ça. La gamme s'est ensuite élargie. Les glaces Push-Up Flintstone School Cream combinaient crème glacée à la vanille légère et sorbet, en saveur fraise de l'âge de pierre et orange Yabadabadoo. Mais toujours pas de Betty. Ensuite, il y a eu les Push-Up Pebbles, parsemés de morceaux de bonbons Nerds et vendus par 2. Fraises de l'âge de pierre, accompagnées de quelque chose appelé Vanilla Saurus. Les paquets de 6 étaient le format initial. Puis sont apparus ceux de 9. La boîte mettait en avant la vitamine C, offrant un bénéfice nutritionnel, mais ce n'était sans doute pas l'argument principal. Quoi qu'il en soit, la gamme a eu un franc succès. Les chiffres de vente exacts sont difficiles à obtenir,
mais tous les témoignages indiquent que les push-ups des pierres à feu se vendaient vite et régulièrement, jusqu'à leur disparition. À la fin des années 90, les push-ups des pierres à feu ont disparu des rayons des magasins. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas non plus exactement pourquoi. Aucun communiqué de presse, annonce ou explication officielle de Nestlé. La théorie la plus acceptée est simple. La marque Les Pierres à Feu s'était suffisamment estompée pour que payer les droits de licence n'ait plus de sens sur le plan financier. Même avec des lunettes de soleil et des planches à roulettes, Fred et Barney ne faisaient plus vendre les produits comme avant. Les enfants qui avaient grandi avec la série originale étaient maintenant des adultes. Les enfants de la fin des années 90 avaient environ 1 millier d'autres personnages de dessins animés qui se disputaient leurs préférences au rayon des surgelés. À un moment, l'équation n'a plus fonctionné. Un blogueur, en 2019, a qualifié l'arrêt de la production de 3e pire acte de Nestlé, après l'exploitation du travail des enfants en Afrique de l'Ouest et l'accaparement des ressources en eau douce près de Flint, Michigan. L'auteur a vite précisé que c'était une très lointaine 3e place. Les glaces Flintstones Push-Ups n'étaient pas seules dans le cimetière des congélateurs. D'autres friandises glacées populaires à l'époque ont aussi disparu discrètement, et il vaut la peine de les regretter un instant. Les Jell-O Pudding Pops ont connu une trajectoire presque shakespearienne dans leur ascension et leur chute. Lancés à la fin des années 1970 et portés par une énorme campagne publicitaire menée par Bill Cosby déguisé en marchand de glace. Ils ont généré 100 millions de dollars la première année. Eh bien, mademoiselle Kitty Cat, comment décririez-vous les Jell-O Pudding Pops? Au début des années 1990, ils rapportaient 300 millions de dollars par an. Puis ils ont disparu. Le problème, c'est que Jell-O, spécialisée en gélatine, n'était pas prête pour les produits surgelés. Les frais généraux étaient trop élevés. Ils ont donc vendu la marque à Popsicle en 2004, qui les a réintroduits avec une forme différente, une formule légèrement différente, et beaucoup moins de la magie originale. En 2011, la version de Popsicle avait également été retirée des rayons. Le compte Twitter officiel de Jell-O, en 2018, a simplement déclaré qu'ils avaient été arrêtés parce que pas assez de gens les achetaient. Une épitaphe digne pour un produit à 300 millions de dollars. Le problème du porte-parole n'a pas aidé non plus. Le Bill Cosby qui vendait des pudding pops aux Américains dans ses publicités joyeuses n'est pas une figure qui vieillit bien avec le recul. Les glaces en forme de Mickey de la parade, faites à l'effigie de Mickey Mouse et garnies de glace aux fruits, nécessitaient une licence Disney et permettaient de manger un personnage de dessin animé, ce qui semble une impulsion humaine. Elles ont maintenant disparu. Les glaces Popsicle Sprinkler étaient de simples barres glacées enrobées de vermicelle arc-en-ciel, ce qui fonctionnait très bien. Elles ont maintenant disparu, sans explication. Tous ces produits avaient un point commun. Ils semblaient permanents grâce à leur bonne vente, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Voici une théorie, pas forcément populaire, mais qui mérite réflexion. Les Pierres à Feu n'ont jamais vraiment été si bons que ça. Pas comparé à ce qu'ils copiaient en tout cas. Lorsque la série a débuté en 1960, elle imitait clairement la sitcom très populaire The Honeymooners. Jackie Gleason, star et créateur de The Honeymooners, était si furieux qu'il a envisagé de porter plainte. Joseph Hanna, l'un des 2 membres de Hanna-Barbera, a admis plus tard « The Honeymooners était là, et nous l'avons utilisé comme une sorte de base pour le concept. Fred, c'est juste Ralph Kramden en tunique. Le quartier ouvrier, les disputes, les plans farfelus, la belle-mère autoritaire, la loge au nom ridicule, tout cela a été repris, saupoudré de jeux de mots préhistoriques et transposé en dessin animé. Comment une sitcom animée dérivée est-elle devenue l'une des franchises les plus connues de la pop culture américaine? Vitamines, céréales, et bien sûr, les push-ups. Les Pierres à Feu n'ont pas survécu grâce à la qualité de leur narration ou humour. Ils ont survécu car les laboratoires Miles voulaient une mascotte pour leur multivitamine pour enfants en 1968. Post Céréales en cherchait une pour leur nouveau produit de petit déjeuner sucré en 1971. Et Nestlé voulait un personnage pour leur tube de sorbet en 1990. La série offrait aux parents quelque chose de familier et aux enfants quelque chose de coloré. Les produits comme vitamines, céréales et friandises glacées étaient déjà achetés par les parents. Les Pierres à Feu étaient seulement sur la boîte. Ainsi, bien que le film en prise de vue réelle de 1994 avec John Goodman ait eu du succès, la préquelle de 2000 fut un désastre. Des reboots animés ont été proposés, développés, puis abandonnés régulièrement. Seth MacFarlane a été brièvement associé à une relance en prime time pour Fox, mais ce projet est resté au stade du développement. Les personnages paraissent prêts à revenir, sans jamais y parvenir, car ce qui n'a jamais vraiment été là, c'était la série elle-même. Ça a toujours été tout ce qui gravitait autour de la série. La marque, les accords de licence, le jingle des vitamines.
Si on enlève les produits, il ne reste pas grand chose à ressusciter. Et les push-ups? Les push-ups, ça va, toujours là, dans le même tube en carton, avec le même sorbet. 3 parfums. Cherry Blast, Turbo Grape et Outrageous Orange. Vous pouvez les faire chez vous avec des recettes simples et des moules bon marché disponibles en magasin. Pas de Fred, Barney ou Dino sur un skateboard. Il s'avère que le tube était l'élément essentiel depuis le début. L'époque de Bedrock est éteinte. Le push-up perdure. Yabadabadou, enfin bref, tu vois. Alors, qu'en penses-tu? Et quel est ton souvenir d'enfance le plus marquant lié à une friandise glacée? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que tu y es, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner. Ensuite, jette un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.